revoit les champions d'Europe. Les champions d'Europe. Il va être champion du monde. Champion du monde. Champion du monde. Exceptionnel. Elle revient, elle va passer, elle va passer. Elle va passer les C'est monstrueux. C'est bon. Quelle ligne droite, quelle ligne. Ladies and gentlemen, the anthem of France. 皆様、フランス国歌の演奏です。Mes chers compatriotes, je veux vous parler aujourd'hui d'un sujet que je n'aborde quasiment jamais et qui pourtant est beaucoup plus important qu'on ne pourrait le penser, qui est le sport, et en particulier le sport de haut niveau. Et si je le fais, c'est parce que, vous le savez, il vient de se tenir les championnats du monde d'athlétisme aux États-Unis, à Eugene, qui est, je crois, la deuxième ville de l'Oregon, donc sur la côte ouest. Et vous le savez, nous avons récolté une médaille, une seule médaille, une médaille d'or, celle de Kevin Mayer, qui est ici en photo derrière moi, qui est le spécialiste qui a obtenu cette médaille dans le décathlon. Et cette victoire de Kevin Mayer m'amène à faire un certain nombre de commentaires, surtout dans la perspective des Jeux Olympiques de 2024, sur ce que devrait être la politique française, la politique gouvernementale, en faveur du sport en général et en faveur du sport de haut niveau en particulier. Je voudrais commencer cette vidéo par un souvenir personnel, un double souvenir personnel. Quand j'étais petit, c'était le 16 octobre 1968, j'avais 11 ans. Il se trouve que j'étais à l'époque en 5e et je me rappelle être rentré un après-midi chez moi où je n'avais pas de cours. Et puis je regarde la télévision et à la télévision, il y a eu un reportage qui était sur les Jeux Olympiques qui se déroulaient à Mexico au même moment. Et c'était la fameuse, enfin ce qui est devenu la fameuse finale du 400 mètres femmes et où il y a eu un record absolument extraordinaire d'une jeune Française, Colette Besson, qui n'était pas du tout favorite, et qui était au 5e couloir. La favorite, c'était une coureuse anglaise. Et lors de ce 400 mètres, donc à Mexico, au début, dans les 200 premiers mètres, elle était à peu près 5e ou 6e. Et puis, c'est dans la dernière ligne droite, après le dernier tournant, que Colette Besson a fait quelque chose d'absolument prodigieux. Elle avait 22 ans, elle s'est mise à courir de façon extraordinaire et elle a remonté absolument tout le monde pour terminer première et décrocher la médaille d'or. Alors ça, c'est un souvenir que je garde, un souvenir d'enfance, parce que quand on a un enfant de 11 ans, quand il regarde les Jeux Olympiques et qu'il voit qu'un athlète de son propre pays gagne la médaille d'or et qu'après il entend la Marseillaise, ben, j'étais comme tout le monde, déjà, j'avais la larme à l'œil de voir ça. C'est mon premier souvenir personnel, mais le deuxième souvenir, qui est plus émouvant encore, c'est qu'il se trouve que j'ai rencontré Colette Besson en 2003. J'étais à l'époque le directeur de cabinet du président du Conseil général des Hauts-de-Seine, Charles Pasqua, qui faisait une politique en faveur du sport. Et il avait organisé un dîner avec un certain nombre de sportifs, et j'étais à la table d'honneur. Et il se trouve que le plan de table avait fait que je me suis retrouvé sur une table ronde. J'étais exactement à côté de Colette Besson. Et ça m'a permis de parler avec elle pendant toute la soirée. J'étais vraiment enthousiaste de pouvoir lui parler. Je lui ai ouvert mon cœur. Je lui ai dit qu'elle avait été une héroïne pour moi quand j'étais enfant, parce que comme tous les jeunes Français de l'époque, et tous les Français d'ailleurs de cette époque se le rappellent, je pense que toutes les personnes qui ont mon âge ou qui sont plus âgées se rappellent Colette Besson. Et donc je lui ai dit, vous étiez formidable. Et alors dans cette conversation, j'ai eu d'abord le plaisir de découvrir que Madame Besson était une femme vraiment, vraiment remarquable. Elle était très intelligente, très gentille, très abordable, très humaine également, très posée.
Elle avait quelque chose de très élégant aussi en elle. Alors je sais que ça fait beaucoup de qualité, mais c'était la vérité. Et si j'en parle, c'est parce que malheureusement, elle est décédée 2 ans après d'un cancer, ce qui ne se voyait pas du tout à l'époque. On a parlé, et elle m'a dit des choses, qu'elle m'a fait découvrir des choses. Elle m'a notamment fait découvrir qu'elle avait, après avoir la médaille d'or, elle avait été reçue à l'Élysée par Charles de Gaulle. Et elle avait déjeuné à côté du président de la République, à côté de l'homme du 18 juin. Donc évidemment, elle avait 22 ans, c'est pour elle un souvenir immarcessible, comme on pourrait dire, inoubliable, et qui elle m'avait raconté que De Gaulle lui-même lui avait dit à peu près la même chose que ce que je venais de dire, c'est-à-dire que lui, il était un homme âgé, mais lui-même avait eu la larme à l'œil lorsqu'il avait vu cette jeune Française décrocher à la surprise générale la médaille d'or. Il lui avait d'ailleurs attribué la Légion d'honneur. De Gaulle avait reçu d'ailleurs les autres champions olympiques, parce qu'à l'époque, cette année-là, de 68, il y avait eu aussi les Jeux olympiques d'hiver avec Marielle Guatchel, avec Annie Famoz, avec Jean-Claude Killy. Enfin, les gens de cette époque, comme moi, ce sont des noms qu'ils connaissent parfaitement. Ce que m'avait dit également Colette Besson, c'est que, certes, elle avait été très, très bien traitée, mais qu'ensuite, eh bien, ça ne s'était pas passé de façon parfaite. C'est-à-dire que, en fait, elle m'a fait découvrir qu'il n'y avait rien qui était prévu pour les athlètes français qui avaient obtenu des médailles d'or. Elle m'avait notamment expliqué que elle-même, elle avait ramé, si l'on peut dire, pour pouvoir vivre. Elle avait fini par être nommée au tour extérieur inspectrice de l'éducation nationale, donc elle avait quand même été sauvée, si j'ose dire, mais elle connaissait un certain nombre d'athlètes, de grands athlètes, et notamment dans l'athlétisme, justement, qui étaient en fait laissés tomber par l'État. Elle me rappelle, elle m'avait parlé de Pierre Quinon, qu'elle connaissait personnellement, qui avait été médaille d'or à la perche aux Jeux Olympiques de Los Angeles en 1984. Et elle m'avait dit, le pauvre, c'est quelqu'un qui vit dans une roulotte. Je crois qu'il faisait un peu de la rôtisserie. Il avait une vie médiocre parce que rien n'avait été prévu pour assurer ensuite la vie de nos champions olympiques, alors même que ce sont des hommes et des femmes qui, quand ils atteignent un stade de très haut niveau, font honneur à la France, font honneur à un pays, participent à notre rayonnement planétaire. Et il faut prévoir quelque chose pour eux, pour lorsque l'âge venant, après 35 ans, eh bien, il faut bien qu'ils se reconvertissent. D'ailleurs, ce pauvre Pierre Quinon n'a sans doute jamais vraiment surmonté les problèmes qu'il a connus, puisqu'il s'est suicidé à 49 ans, en août 2011. Ce que m'avait également appris Colette Besson, c'est qu'elle avait été un petit peu indisciplinée. Et j'avais découvert avec stupéfaction que, en fait, elle avait été exclue de la compétition de la fédération au début 1968 parce qu'elle était indisciplinée. Elle me l'avait raconté. Elle m'avait dit qu'elle s'entendait pas avec les sélectionneurs et que les sélectionneurs avaient organisé la préparation des JO de Mexico, je sais plus, c'était en Vendée ou autre. Et elle avait eu l'intelligence de se dire que les Jeux Olympiques se tenaient à Mexico, à la Mexico City, et Mexico se trouve à 2200 mètres d'altitude. Donc, ce qu'elle avait fait, elle, c'est qu'elle avait profité des événements de mai 68, où la France était en grève. Elle avait 22 ans, elle devait être, je sais pas, étudiante. Elle s'était retrouvée avec des semaines à ne rien faire. Et elle avait donc décidé d'aller s'entraîner toute seule, et elle était allée s'entraîner à Font-Romeu. Font-Romeu dans les Pyrénées-Orientales, à peu près à 2200 mètres, à peu près à la même altitude que Mexico. Et pendant des mois, elle avait justement préparé le 400 mètres. C'est ce qui lui avait donné cet entraînement extrêmement exigeant qu'elle s'était imposé, cette volonté d'acier qu'elle s'était imposée, avait fait la différence parce qu'elle avait un souffle, elle s'était habituée son corps à avoir le souffle qui avait sans doute manqué à ses compétitrices le fameux 16 octobre 1968. Regardez cette finale. Elles sont sous les ordres du starter au départ du 400 mètres. C'est la finale olympique.
C'est là que tout se joue. Colette Besson, couloir numéro 5, qui a pris un bon départ avec son maillot bleu. Mais attention à Liliane Borde, la Britannique, qui est à la corde et qui est partie très fort également. Mais j'ai l'impression que c'est Scott, l'Américaine, qui pour l'instant mène la danse. Elle est au couloir numéro 4. Colette doit absolument s'accrocher au short de l'Américaine. Elle est dans la ligne opposée. Et c'est maintenant que tout va se jouer sur ce 400 mètres. Il faut avoir des réserves, il faut avoir de l'énergie. Colette est en train de faiblir. Et Scott qui prend l'avantage alors que Liliane Borde est toujours dans le coup. Et pour Colette, ça va être très très dur. À l'entrée de la dernière ligne droite, j'ai l'impression que la Française n'est que 5e. C'est toujours Scott qui est en tête, Liliane Borde qui revient comme une bombe. Et la Britannique qui va finalement s'imposer. Mais Colette Besson qui revient. Il y a un podium possible. Il y a du bronze. Il y a de l'argent pour Colette. Et même peut-être, oui, il y a de l'or. Deuxième Française championne olympique après Michel Ostermeyer. Colette Besson, l'étudiante bordelaise. Qui l'eût cru? Et Colette Besson m'avait dit par ailleurs que lorsque elle avait triomphé, lorsqu'il y a toujours un petit délai entre le moment où la compétition s'achève et le moment où les athlètes vainqueurs sont appelés sur le podium, et lorsqu'elle était montée sur la première marche, devant le monde entier en fait, et qu'elle avait entendu la Marseillaise, eh bien elle n'avait pas pu ne pas avoir la larme à l'œil, voilà, comme tout le monde. Et cette larme à l'œil, c'est celle aussi que Kevin Mayer a eue il y a quelques jours au championnat d'athlétisme mondiaux dans l'Oregon, comme je le disais tout à l'heure, puisqu'il a réussi un exploit, le décathlon. Il a réussi à décrocher la médaille d'or, ce qui n'allait pas du tout de soi. Alors, le score de la réussite de Kevin Mayer a été un petit peu occulté par les journalistes qui ont fait remarquer mais que malheureusement le bilan était maigre pour la France, ce qui est exact. Et les journalistes en ont profité pour critiquer les sportifs de haut niveau, qui sont pas assez ci, qui sont pas assez ça. Alors moi, personnellement, d'abord la première chose que je voudrais dire, pour avoir bien compris ce qu'avait été l'exploit de Colette Besson, c'est que la première chose que je voudrais dire, c'est d'abord féliciter Kevin Mayer. Donc, je pense qu'il faut présenter nos félicitations et nos remerciements à tous les athlètes qui ont fait le déplacement. Mais il faut aussi se poser la question de savoir pourquoi finalement nous n'avons eu qu'une seule médaille. Alors, je le dis d'autant plus que, comme vous le savez, dans 2 ans, à peu près 2 ans jour pour jour, et en 2024, nous allons avoir les Jeux Olympiques. Bon. Or, qu'est-ce qui a été fait pour que nous ayons aux Jeux Olympiques un nombre de médailles significatif? Je le dis d'autant plus que Macron, aux Jeux Olympiques de Tokyo, il y a 2 ans, nous avons eu 33 médailles, et Macron a dit, lorsqu'il a reçu les médaillés, il a dit qu'il espérait qu'en 2024, pour les Jeux Olympiques de Paris, nous aurions 90 médailles, c'est-à-dire 3 fois plus. Mais ça, c'est du Macron. C'est faire des promesses en l'air, mais c'est pas du yaka faucon. Pour que la France puisse avoir en 2024 des médailles en grand nombre, ce qui souvent est le cas lorsqu'un pays héberge les Jeux Olympiques, il faut s'y prendre plusieurs années à l'avance. Et il est déjà très tard, peut-être même trop tard, en tout cas il est bien tard, pour essayer de tout faire pour avoir le maximum de médailles. Alors, avant de continuer, je précise que là, je vais parler d'athlétisme, mais tout ce que je vais dire dans la suite, à propos notamment de l'aspect financier des athlètes, concerne en fait tous les sports amateurs en France. Alors, je disais que le bilan n'a pas été à la hauteur de ce que nous aurions pu espérer. En effet, la France, avec une médaille, se classe en 22e position au tableau des médailles. Lors des précédents championnats qui s'étaient tenus à Doha en 2019, nous avions récolté 2 médailles, 2 fois plus, dont une en argent et une en bronze. Et en réalité, ça fait de nombreuses années maintenant que la France ne brille pas lors des championnats du monde. La meilleure récolte récente fut celle des mondiaux de Paris en 2003, et depuis notre bilan, en fait, il est de plus en plus maigre. Alors, quel a été le bilan ? Sans grande surprise, ce sont les États-Unis d'Amérique qui ont occupé la première place du classement et qui ont été suivis par
ces pays dont les ressortissants sont souvent des champions dans ce qui est l'athlétisme, c'est-à-dire l'Éthiopie qui est arrivée en 2e, la Jamaïque en 3e, le Kenya à la 4e place, la Chine en 5e position. La Pologne s'est classée première parmi les pays européens et 8e nation mondiale en comptabilisant 4 médailles, dont une en or et 3 en argent. À la 11e place mondiale et à la 2e place européenne, on a retrouvé la Grande-Bretagne qui a récolté 7 médailles, dont une en or et une en argent et 5 en bronze. En 16e position, on a trouvé la Belgique qui est repartie de Eugene dans l'Oregon avec une médaille d'or et 2 de bronze. Ça fait quand même un peu triste de penser. Moi, j'aime beaucoup nos amis belges, mais c'est quand même un pays beaucoup plus petit que la France et que les Belges ont quand même eu 3 médailles là où nous n'en avons eu qu'une. Les Allemands et les Italiens n'ont pas non plus particulièrement brillé, mais ils sont quand même arrivés devant nous, 19e ex aequo, avec chacun une médaille d'or et une médaille de bronze. Et puis donc la France est arrivée ensuite à la 22e place, à égalité avec les Bahamas, le Kazakhstan, le Maroc, le Portugal, le Qatar, la Slovénie, le Venezuela. Donc la première chose qui vient à l'esprit, et en ayant en ligne de mire 2024 les Jeux Olympiques, c'est que nous pouvions normalement espérer mieux au vu de la qualité de nos athlètes. Je pense à Renaud Lavillenie, ancien recordman du monde du saut à la perche, champion olympique en 2012. Je pense également à des jeunes sportifs moins connus du grand public, mais qui sont quand même parmi vraiment des très grands champions. Par exemple, la jeune hurdleuse Sirena Samba Mayela, qui a été championne du monde du 60 mètres haies cet hiver. Sacha Zoya, le prodige du 110 mètres haies. Mélina Robert-Michon, qui est une espèce d'infatigable lanceuse de disques dont la longévité sportive est tout à fait extraordinaire. Bon, je ne vais pas citer tout le monde, mais ce ne sont pas les talents qui manquent dans notre pays, y compris parmi les athlètes non sélectionnés par la Fédération d'athlétisme. Alors, qu'est-ce qui s'est passé ? Eh bien, à en croire Jimmy Gressier, notre jeune champion du 10 000 mètres, il a dit lui-même qu'il se trouvait, je le cite, dans un état de fraîcheur mentale compliqué, la faute peut-être à des minima français trop durs comparés à ceux de World Athletics. Alors, qu'est-ce que ça veut dire ? World Athletics, c'est la Fédération internationale d'athlétisme. Elle fixe des minima sportifs pour permettre d'avoir accès à ces championnats du monde. Mais il se trouve que la Fédération française d'athlétisme passe derrière et fixe des minima plus exigeantes encore, beaucoup plus exigeants. En y regardant de plus près, moi j'ai regardé ça d'un peu près, je me suis fait conseiller parce que nous avons à l'UPR quelques champions de haut niveau, des sportifs de haut niveau, qui m'ont un peu expliqué comment ça se passait. On peine à comprendre la logique de la Fédération française d'athlétisme, parce que dans de nombreuses disciplines, les exigences de la Fédération française étaient telles qu'on n'a présenté personne. Nous n'avons présenté aucun athlète, nous n'avons aligné personne, ni sur le 110 mètres hommes, ni sur le 100 mètres hommes, ni sur le 100 mètres femmes, ni sur le 200 mètres femmes, ni sur le 400 mètres hommes, ni sur le 400 mètres femmes, ni sur le 400 mètres haies femmes, ni sur les 1500 mètres hommes, ni sur les 1500 mètres féminins, ni sur les 5000 mètres hommes, ni sur les 5000 mètres femmes, ni sur le 10 000 mètres femmes, ni sur le marathon femmes, ni sur les sauts en hauteur hommes, ni sur les sauts en hauteur femmes, ni sur le saut en longueur homme, ni sur le saut en longueur femme, ni sur le triple saut femme, ni sur les lancers du poids homme, ni sur les lancers du poids femme, ni sur le lancer du disque homme, ni sur le lancer du marteau femme, ni sur le lancer du javelot homme, ni sur le lancer du javelot femme, ni sur l'heptathlon. Et enfin, nous n'avions pas non plus de représentante à la marche chez les femmes. Certains vont dire « mais qu'est-ce qui nous restait ? Où est-ce qu'on s'est présenté ?» Et donc la première question qui me vient à l'esprit, mais c'est pourquoi est-ce qu'on ne présente aucun Français dans tant de disciplines ? Et on peut se questionner sur le choix de la fédération de ne pas faire participer des athlètes quand même très prometteurs ou même qui ont déjà tenu leurs promesses. Je pense
à quelqu'un comme Michael Meba-Zézé, dont d'ailleurs le frère est également un grand sportif, eh bien, il n'a pas été présenté aux épreuves du sprint alors qu'il était crédité d'un temps de 9 secondes 99 centièmes aux 100 mètres et d'un temps inférieur à 20 secondes aux 200 mètres. Alors, il paraît qu'il a réalisé ses performances avec quelques jours de retard. Bon, mais enfin, une dérogation aurait pu être demandée. En plus, sa participation n'aurait rien coûté de plus à la fédération puisqu'il a fait le voyage de l'Oregon, il a participé au relais 4 fois 100 mètres, il a donc effectué le déplacement. D'ailleurs, au début juillet, il y a un entraîneur suisse du demi-fond qui s'appelle Louis Heyer qui a souligné, qui a relevé l'incohérence du mode de sélection de l'équipe de France lors d'un entretien qui portait d'abord sur un tout autre scandale. Il a fait remarquer que la France, qui impose ses propres minima plus élevés que ceux exigés par World Athletics, a oublié de désengager les athlètes qui avaient été retenus par la Fédération mondiale pour participer aux mondiaux. D'après cet entraîneur suisse, 27 athlètes français avaient ainsi été retenus par la Fédération internationale, mais n'ont finalement pas été envoyés par la Fédération française. Ça signifie que 27 athlètes français avaient un niveau leur permettant de participer à un championnat du monde, mais qu'ils n'ont pas été envoyés par la fédération, et ceci d'une façon, semble-t-il, totalement arbitraire. Dans ce même entretien, l'entraîneur suisse nous a appris que les Suisses appliquaient aussi la politique française avec des propres minima jusqu'en 2009. Mais ensuite, ils ont radicalement changé leur modalité de sélection en respectant simplement les niveaux de performance requis imposés par la Fédération internationale, ce qui leur a permis d'élargir leur sélection, et ils ont constaté dès lors une dynamique incroyable. Cette bizarrerie dans le mode de sélection de l'équipe de France a également été relevée, pas par un Suisse, mais par un Belge, le sprinter belge Kevin Borlée, alors qu'il était interrogé au micro de Nelson Montfort sur France Télévisions. Lui, il a décroché la médaille de bronze sur le relais 4 x 400 mètres avec notamment son frère qui était dans son équipe. Alors Nelson Montfort, le journaliste, a demandé donc au sprinter belge qu'est-ce qu'il fallait en fait pour que les Français soient aussi performants que les Belges. J'ai dit tout à l'heure que la Belgique avait eu 3 médailles et nous on n'en a eu qu'une. Et qu'est-ce qu'a répondu le sprinter belge Kevin Borlée? Il a répondu... Si je peux ajouter quelque chose, la Fédération française devrait leur donner plus de considération et laisser courir en individuel pour prendre de l'expérience et ensuite faire des grands trucs en relais. Message reçu, c'est Kevin Borlée, double médaille. Alors j'imagine qu'il y a eu encore d'autres personnalités du monde sportif qui ont dû critiquer les étranges choix de la France. Mais il suffit d'arrêter de réfléchir un instant. C'est quand même logique que le contexte international est propice à révéler des talents. J'ai commencé cette vidéo en vous parlant de cet exploit, l'exploit d'une vie de Colette Besson. Elle savait que c'était sa vie qu'elle jouait le 16 octobre 1968. Et donc, elle a été transcendée par les événements. C'est un cas qui est fréquent dans un tout autre sport. L'an passé, aux Jeux Olympiques de Tokyo, l'escrimeur Romain Canon a remplacé à la dernière minute, l'équipe de France, quasiment en se pinçant le nez, lui a laissé passer aux Jeux Olympiques de Tokyo. Eh bien, ce Romain Canon, qui je crois a 22 ans, il a l'âge qu'avait Colette Besson, il était 47e mondial. Il a eu une fenêtre de tir, si j'ose dire. Il a pu se présenter. Eh bien, il a été transcendé par la situation et il a décroché, à la surprise générale, une médaille d'or, la première médaille d'or aux Jeux Olympiques de Tokyo pour la France l'an dernier. Ce qui prouve, regardez d'ailleurs comment ça s'est passé. Après le numéro 2 mondial en quart de finale, Romain Canon élimine le numéro 3 en demi-finale. Romain Canon est dans un grand jour, rien ne peut l'empêcher d'aller jusqu'au bout du rêve. Il remporte la médaille d'or. Cet exemple de Romain Canon, qui confirme celui de Colette Besson, montre que il faut faire confiance à des jeunes. Il faut parfois tenter le tout pour le tout.
envoyer un jeune dans une compétition internationale, même s'il n'a pas tout à fait le niveau, même s'il n'a pas le niveau que l'on souhaiterait en France, du moment qu'il a le niveau souhaité par la Fédération internationale d'athlétisme, on devrait l'envoyer. Et ceci s'est produit pour Romain Canon, donc pour l'épée, mais comme ça s'était produit pour Colette Besson. Et ça peut se produire avec les sportifs de tous les sports, en fait. Un autre problème découle de ce choix de restreindre la sélection. Les athlètes ne parviennent pas à vivre de leur sport, ou ils n'y parviennent en fait qu'en participant à des compétitions internationales, puisque c'est justement cette exposition qui leur permet d'acquérir de la notoriété et donc de décrocher des contrats avec des marques pour faire par exemple de la publicité. Privés de cette exposition médiatique, ils rencontrent donc des difficultés à trouver des partenaires, ce qui contraint beaucoup d'entre eux à travailler parallèlement à leurs entraînements quotidiens, ce qui évidemment les défavorise par rapport à leurs adversaires étrangers qui, eux, sont entretenus par l'État. Il se pose encore une autre chose, c'est la question de l'expérience. Comment un athlète qui ne participe qu'à des compétitions nationales et qui ne peut pas aller à des compétitions internationales peut-il engranger de l'expérience en vue de la compétition internationale? Nous avons appris, lors de l'entretien de Jimmy Gressier, le champion du 10 000 mètres, par ailleurs, que c'était lui qui avait financé la venue de ces deux entraîneurs grâce à ses partenaires commerciaux et que cela avait représenté un coût de 8 000 €. Alors, excusez-moi, mais les bras m'en tombent. Comment est-il possible que la fédération d'athlétisme ne finance pas les déplacements des entraîneurs? La Fédération française d'athlétisme compte plus de 300 000 licenciés. Elle est en partenariat avec le Crédit Mutuel, la Maïf, Adidas, la marque de chocolat Kinder, la chaîne L'Équipe, Bellambra Club, etc., etc. Donc elle a des partenaires financiers. Et elle n'est pas en mesure de financer la simple venue des entraîneurs des athlètes, alors que leur présence peut faire toute la différence. Parce qu'un athlète privé de son entraîneur en qui il a confiance et qui sait le rassurer, le dynamiser, lui donner confiance dans la compétition qui arrive, c'est fondamentalement important. Alors qu'est-ce que la Fédération française d'athlétisme fait donc de l'argent qu'elle récolte? C'est vraiment des questions fondamentales. Et au-delà de ces questions fondamentales, il y en a une que je vois arriver derrière, c'est que je suis absolument persuadé que l'État ne doit pas mettre l'argent nécessaire dans toute cette affaire. Eh bien, j'ai l'impression que nous avons en France des méthodes qui ressemblent, pour le moins, à de la mauvaise gestion, pour le moins à des choix stratégiques sans vision à moyen terme et à long terme, et qui correspondent malheureusement trop bien à l'état d'esprit général. C'est-à-dire que je suis absolument convaincu que l'État doit serrer les boulons du point de vue financier, et que de façon générale, on doit considérer que faire du sport, c'est un superflu. Et puis, si on y réfléchit bien, les compétitions internationales, que ce soit les Jeux Olympiques, les championnats du monde, il s'agit de quoi? Il s'agit de ce que j'ai dit tout à l'heure, dès le préambule. J'ai parlé de Colette Besson qui a pleuré en entendant la Marseillaise, de Charles de Gaulle qui avait pleuré en voyant Colette Besson et la Marseillaise à Mexico depuis sur son poste de télévision à l'Élysée. Kevin Mayer qui a pleuré lorsqu'il est monté sur la première marche à Eugene, dans l'Oregon. En réalité, derrière ça, ce qui se cache, c'est la compétition sportive. Pourquoi? Pour donner son rayonnement à une nation. C'est ça qui motive dans le monde entier les athlètes, surtout pour tous ces jeux où ce sont des amateurs. Ce ne sont pas des sportifs professionnels. La réalité, c'est d'ailleurs que s'il n'y a pas de nation, il n'y a pas de résultat. Notez bien que nous n'avons aux Jeux Olympiques, ni aux championnats du monde, ni dans aucune compétition sportive, des sportifs qui se présentent sous le drapeau bleu aux étoiles d'or de l'Union européenne. Pourquoi? Parce que ça n'intéresserait personne. Ça n'intéresserait pas les populations, ça n'intéresserait pas les sportifs eux-mêmes. Donc derrière, en fait,
ce malthusianisme que l'on pressent de la part de l'État et même de la Fédération française d'athlétisme, on ne peut pas ne pas retrouver cette espèce de politique du chien crevé au fil de l'eau qui ont adopté les élites françaises. En fait, la France décline tout autant sur le plan économique, industriel, diplomatique, scolaire, culturel, etc., que sur le plan sportif. Ça n'est d'ailleurs pas rien, je citais 1968, de voir que 10 ans après l'arrivée de Charles de Gaulle à l'Élysée, et compte tenu du rayonnement planétaire qu'il avait donné à notre pays, comme par hasard, on avait vu apparaître une floraison de nouveaux sportifs et qui avaient raflé les médailles d'or aux Jeux Olympiques d'hiver, ou même à Mexico avait réussi cette performance extraordinaire. Tout se tient lorsque nous sommes dirigés par des dirigeants qui ne cessent que de cracher sur leur propre pays, qui ne cessent que de faire des actes de repentance, qui ne cessent que de dire que nous devons nous mettre à la remorque des États-Unis, de l'Allemagne, etc., qui ne cessent que de vouloir couper dans les dépenses publiques, supprimer les services publics, fermer les hôpitaux, qui ne cessent que de nous dire que nous n'avons pas d'autre solution que de fusionner avec l'Union européenne. Mais toutes ces politiques qui sont mises en œuvre par les dirigeants européistes, elles ont un impact sur la mentalité de la population et aussi sur le mental des sportifs, puisque dès que vous parlez à un grand sportif ou même à un moyen sportif, eh bien vous savez que le mental compte pour énormément dans les performances exceptionnelles. Alors, les choix politiques qui sont menés sur le plan sportif aujourd'hui sont quasiment nuls et c'est extrêmement inquiétant, puisque c'est dans 2 ans qu'il va y avoir les Jeux Olympiques à Paris. En 2024, le monde entier va porter une attention toute particulière à nos résultats, en espérant d'ailleurs qu'ils se tiendront dans des conditions de sécurité sympathiques et que nous n'aurons pas les problèmes qui ont été constatés au Stade de France l'autre fois avec le scandale de Darmanin qui a refilé la patate chaude en disant que c'était pas lui, que c'était les Anglais et les Espagnols. C'est un véritable scandale. Donc déjà, il va y avoir un problème de sécurité et d'organisation générale. Mais par ailleurs, comment faire pour avoir ces fameuses médailles que Macron avait demandées lorsqu'il avait reçu à l'Élysée les sportifs médaillés aux Jeux Olympiques et Paralympiques de Tokyo? Je vous l'ai dit tout à l'heure, j'y reviens. Il a dit qu'on n'avait eu que 33 médailles et que l'objectif pour Paris 2024, c'était 90 médailles. À ce moment-là, le judoka Teddy Riner avait réagi en expliquant que pour avoir 90 médailles, il fallait investir massivement plusieurs années à l'avance et que l'objectif qui était donné par Macron était tout simplement impossible à tenir. Je partage malheureusement cet avis de Teddy Riner. Et les championnats du monde d'athlétisme semblent démontrer que la France ne tire aucune leçon et persiste dans ses erreurs. Alors, que faut-il faire ? Je forme le souhait. Premièrement, que les sélections nationales dans les différents sports soient élargies au maximum afin de permettre aux potentiels français de s'exprimer au mieux. Moi, je veux qu'il y ait des Colette Besson, des Romain Canon, etc., qui soient intégrés dans les équipes. Il faut en finir avec les minima français qui sont beaucoup plus exigeants que les minima de la Fédération mondiale. Je pense qu'il faut également élargir à tous les sportifs inscrits sur les différentes listes ministérielles du sport de haut niveau l'octroi d'une bourse équivalente au SMIC afin de leur permettre de se consacrer pleinement et sereinement à leur activité. On ne peut pas, tout un peuple, les 67 millions de Français qui espèrent que nous aurons beaucoup de médailles à l'occasion des Jeux Olympiques de 2024 à Paris, eh bien, il faut qu'ils comprennent, les 67 millions doivent comprendre, et ils le comprennent, qu'il faut permettre à ces sportifs de se consacrer exclusivement à la préparation de ces Jeux, et qu'il n'ait pas de soucis matériels. Je pense qu'il faudrait créer un organisme de contrôle des fédérations afin de s'assurer que les sélections aient parfaitement respecté les règles fixées et afin de s'assurer aussi qu'il n'y ait pas
de ces magouilles, de ce favoritisme dont on ne sait pas s'il existe, mais enfin, qui fait quand même parler de lui, qui fait partie des rumeurs et qui entretiennent finalement un assez mauvais esprit. Je souhaite, bien entendu, que les entraîneurs des sportifs de haut niveau soient inscrits sur une liste qui leur permette de bénéficier des subventions couvrant les frais de déplacement, afin qu'ils puissent accompagner les sportifs qu'ils ont formés. On parle de toute façon de sommes qui sont vraiment très marginales. Il faut avoir l'esprit obtus de la direction du budget du ministère des Finances pour se dire qu'on va gratter de l'argent là-dessus. Quand je pense aux millions, aux dizaines de millions, aux centaines de millions, aux milliards d'euros que l'État verse en pure perte à l'Union européenne. On a encore dépensé 70 millions d'euros pour participer à la construction d'un pont fait par une entreprise publique chinoise en Croatie. L'intérêt pour la France, 0. 70 millions d'euros. Au passage, c'est le prix de 2 Canadair. Mais est-ce qu'on peut imaginer ce que serait le sport de haut niveau français si l'on avait une politique qui dégageait 10 millions, 20 millions d'euros supplémentaires, ce qui à l'échelle de la nation n'est pas grand-chose, mais qui permettrait d'entretenir une véritable équipe de très haut niveau avec des entraîneurs, sachant que les sportifs sauraient qu'ils n'ont pas à tirer le diable par la queue ou aller faire la chasse aux sponsors. Je pense d'ailleurs plus généralement qu'il faut encourager toutes les initiatives visant à développer le sport amateur, comme celle d'ailleurs qui a été proposée par l'ancien champion du monde, Ladji Doucouré, qui tente de faire découvrir son sport, notamment dans les quartiers défavorisés. Parce que la vérité, c'est que le sport, c'est un fantastique outil d'intégration. Mais ce qu'il faudrait, c'est que beaucoup de jeunes des quartiers, ils sachent qu'il n'y a pas que l'argent dans la vie. Il y a aussi la gloire, l'exploit sportif, l'admiration mondiale pour une performance sans équivalent. Je pense toujours à Colette Besson, qui m'avait dit à quel point sa vie avait basculé le 16 octobre 1968. La façon dont le monde entier, dont ses amis, ses parents, ses collègues de travail, tous les Français, d'un seul coup, la regardaient d'un autre œil. Elle était devenue le symbole de la rigueur, de la discipline dans le sport, le goût du travail accompli, le respect des règles, le respect des autres, toutes ces valeurs qui ne sont pas forcément des valeurs monétaires, mais qui sont des valeurs fondamentales d'un être humain. Et ces valeurs qui correspondent, me semble-t-il, à ce qui manque le plus à beaucoup de nos jeunes, et notamment dans les quartiers. Si l'on adoptait une politique nationale de repérage dans tous les quartiers de France de jeunes qui seraient peut-être doués pour le lancer du marteau, le lancer du disque, le javelot, le décathlon, en plus de ça, ça aurait un impact en matière de santé publique et en matière de santé mentale tout court, parce que les jeunes désœuvrés des banlieues, et à ça, d'un seul coup, on leur dirait peut-être que dans 4 ans, dans 6 ans, tu as 13 ans, 14 ans, peut-être que lorsque tu auras 20 ans ou 22 ans, tu vas peut-être représenter la France dans tel championnat du monde, voire aux Jeux Olympiques, et peut-être décrocher une médaille, peut-être même la médaille d'or. Toutes ces raisons justifient que l'État consacre un investissement beaucoup plus important que les sommes médiocres que nous consacrons actuellement. Je sais que des choses ont été faites, notamment par rapport à ce dîner que j'avais eu avec Colette Besson en 2003. Je sais qu'il y a eu notamment un effort qui a été porté pour que maintenant un sportif qui décroche une médaille aux Jeux Olympiques, il ait un petit pécule et qu'on s'occupe un peu mieux de sa carrière. Heureusement, mais il faut aller beaucoup plus loin. Et je le dis d'autant plus qu'il n'y a pas besoin d'afficher des centaines de millions, des milliards. Il faut d'abord de la volonté, puis il faut remettre
quelques dizaines de millions d'euros, je pense, pour avoir une politique nationale qui changerait du tout au tout le rapport de beaucoup de jeunes face à la France, face à la République, face à l'effort individuel, face au respect d'un certain nombre de valeurs fondamentales. Parce que quand vous fréquentez des sportifs, en général, des sportifs de haut niveau en particulier, eh bien, vous êtes toujours frappé par une certaine noblesse d'âme et de cœur, par une certaine rectitude morale, par quelque chose qui les transcende et qui est finalement la plus grande gloire du sport. Et c'était ces valeurs-là que j'avais rencontrées en 2003, dans le dîner que j'avais eu avec la regrettée Colette Besson. Dans son regard, j'avais vu ces valeurs-là. Je terminerai cette vidéo en vous montrant Kevin Mayer, qui a eu la médaille d'or et qui, comme vous l'avez vu, a été ému aux larmes en entendant la Marseillaise. Eh bien moi je souhaite, et il est très grand temps, très très grand temps, que le gouvernement se saisisse et que le ministère des Finances dégage quelques dizaines de millions d'euros. Il est très très grand temps que le gouvernement s'empare de l'objectif 2024 et y mette le prix. Vive la République et vive la France. Et j'espère qu'en 2024, nous pourrons célébrer des dizaines de médailles pour la France, pour que tout le monde soit aussi heureux que Kevin Mayer, que nous allons regarder avec reconnaissance maintenant.